Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Alors mon invité du jour est une journaliste passionnée et passionnante, grâce à laquelle nous pouvons non seulement comprendre les enjeux de notre pays, mais également les questions et les obsessions de notre monde. Chaque matin, elle nous réveille avec un entretien sans concession qu'elle mène dans la matinale la plus regardée de France. Plus tard dans la journée, elle prend les rênes d'une émission où le décryptage prend largement le pas sur la petite phrase. Et comme si son planning n'était pas suffisamment chargé, France Télévisions lui confie les honneurs de la première partie de soirée afin qu'elle puisse s'attaquer à un sujet aussi captivant qu'effrayant. Vous allez le voir. Bonjour Caroline Roux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis fatiguée quand vous faites mon agenda de la semaine. Ah bah écoutez, oui, c'est vrai qu'on a regardé, vous êtes quand même assez chargé en termes de planning. Bon, on va y revenir dans quelques instants. Déjà, Chine, OPA sur le monde, c'est le titre de la soirée spéciale que vous présentez demain, mardi 18 février à 20h50 sur France 5. Dans un premier temps, vous proposerez un documentaire en première partie de soirée et ensuite un débat, donc un numéro spécial de C'est dans l'air sur l'actualité brûlante de la Chine, notamment le coronavirus. Avant de parler du fond de ce sujet, est-ce que c'est toujours galvanisant de prendre les rênes d'un prime time sur France 5 ? Franchement, oui. Ouais. Franchement, oui. C'est une exposition qui est différente par rapport à celle que j'ai habituellement, même si je tiens à préciser que C'est dans l'air, ça reste le prime en termes d'audience de France 5 chaque jour depuis des années maintenant, depuis 18 ans. Mais il y a quand même le rendez-vous de la première partie de soirée qui est un rendez-vous beaucoup plus concurrentiel et avec un exercice qui est un peu différent, comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, qu'un film de 90 minutes suivi d'un C'est dans l'air en direct sur le coronavirus. Donc oui, c'est un autre challenge. Et quels ingrédients un sujet doit-il réunir afin qu'il ait les honneurs du prime time en fait ? Faut que ce soit intéressant. Faut que ce soit intéressant. Non, vous pourriez prendre ça paraît bête fois de dire ça. Ouais. Non, mais parce que on a 4 rendez-vous à peu près en prime chaque année sur France 5. Et c'est vrai qu'on ne partirait pas la fleur au fusil sur n'importe quel sujet. On a fait le terrorisme, on a fait la montée des populismes à la veille des élections en Europe. Et là, on s'est intéressé à la puissance chinoise qui est amenée, sauf accident, et il peut y en avoir des accidents, on va le voir avec le virus, à devenir la première puissance économique mondiale. Donc il faut que ce soit des sujets où on a besoin de davantage de temps que sur ce qu'on peut faire tous les soirs en direct sur C'est dans l'air. Et vous aimeriez en proposer davantage ? Vous avez dit 4 par an, vous aimeriez qu'il y en ait 5, 6, 7, 8 ? Franchement, c'est pas rien à faire. Moi, mon agenda, même s'il est dense, c'est pas totalement extensible, il faut rentrer des interviews, de la réflexion autour des problématiques. Donc franchement, si on continue à ce rythme de 4 par an, l'année prochaine, ce sera bien. Et ce bonbon, eh bien vous y goûterez demain sur France 5, on en parle dans quelques instants. En attendant, je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur lefigaro.fr. Vous pouvez, comme toujours, poser toutes vos questions à Caroline Roux. Est-ce que vous faites partie des téléspectateurs qui ne manqueraient pour rien au monde un numéro de C'est dans l'air ? Quel regard portez-vous sur les entretiens qu'elle mène chaque matin dans Télématin ? Est-ce que vous aimeriez l'avoir davantage en première partie de soirée ? N'hésitez pas, toutes vos questions, toutes vos suggestions, elle y répond juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Bonjour Sarah. Bonjour Damien, bonjour Caroline. Bonjour. Alors on va commencer ces news médias avec les audiences et nous allons nous intéresser plus particulièrement à vendredi car France 2 diffusait les victoires de la musique. Oui, alors le nouveau producteur Franck Sora voulait faire plus que l'an passé. Eh bien, c'est un pari réussi puisqu'ils étaient environ 2 400 000 curieux devant l'écran et 15,6% de part de marché. En 2019, ils étaient un peu plus de 2 millions. En revanche, France 2 rate le podium puisque c'est TF1 qui est sur la première place avec l'émission de Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de cœur. Cette émission a rassemblé 3 200 000 fidèles et 19% de part d'audience. Sur la deuxième marche du podium, c'est Meurtre dans les Landes, c'est la fiction sur France 3 qui accueillait cette fois-ci Sandrine Quétier. La fiction frôle les 3 millions de téléspectateurs et 14,8% de part d'audience. Et enfin, c'est M6 et NCIS qui ferment le podium avec 2,5 millions de fidèles et 12,1% de part de marché devant la série américaine. Caroline, est-ce que vous êtes attentive aux audiences que vous enregistrez ? Est-ce que vous faites partie de ces animatrices et présentatrices qui ont les yeux rivés sur les courbes d'audience à 9h02 chaque matin ? Sur les courbes d'audience, dans le détail, à la seconde, non. Parce que ça, franchement, j'ai pas l'expertise en plus pour savoir s'il y a des transferts d'audience aux coupures pub, etc. En revanche, oui, chaque jour à 9h, je dis pas que j'ai la boule au ventre, mais je regarde attentivement parce que pourquoi ? C'est pas juste un numéro narcissique, d'égo. C'est que moi, je suis sur une émission quotidienne, donc il faut arriver à choper comme ça aussi l'humeur du pays. Ça veut pas dire qu'on fait des sujets que parce qu'ils marchent en audience.
Mais quand on est vraiment à côté, quand vraiment on se prend des sanctions d'audience, il faut qu'on s'interroge sur notre manière de traiter le sujet, sur le timing avec lequel on a traité le sujet. Donc, en fait, c'est une source, c'est une matière, moi, que j'aime bien travailler sur les audiences parce que ça nous apprend aussi, nous, sur le contenu de C'est dans l'air. Je vous assure qu'en quotidienne, c'est vraiment une source de renouvellement, d'interpellation, d'interrogation. Mais est-ce qu'il y a une logique? Par exemple, lorsque vous prenez les rênes d'une émission C'est dans l'air que vous pensez exceptionnelle et que le lendemain, vous avez une courbe d'audience assez basse, est-ce que finalement, vous vous dites oh, tiens, c'est bizarre, normalement, j'avais fait une bonne émission et aujourd'hui, j'ai une audience assez moyenne? Ça arrive. Ça arrive assez souvent qu'on fasse des émissions dont on sort, on se dit franchement, ça carte, c'était une émission brillante, les intervenants étaient intéressants, on a fait avancer un débat. Mais ça n'intéresse pas les gens. Je vous donne une problématique qui a beaucoup fait parler les médias, les violences policières. Oui. Violences policières, on s'est dit, c'est vraiment un sujet sur lequel on doit à un moment donné poser à la C'est dans l'air, c'est-à-dire le débat de manière sereine, dépassionnée, sans idéologie. On a fait une émission vraiment qui était de bonne tenue, où moi j'ai appris plein de choses, il y avait des experts brillantissimes. Ça n'a pas marché. Est-ce que ça veut dire que les gens ont besoin de petites phrases de buzz sur certains sujets? Non, pas du tout, pas du tout. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que les gens qui regardaient cette émission avaient déjà une opinion qui était faite sur ce sujet-là. Peut-être qu'on est arrivé trop tard, peut-être qu'on est arrivé à un moment donné où les gens avaient déjà fait leur opinion sur ce sujet, avaient déjà les informations nécessaires. Donc vous voyez, des arbitrages comme ça, je ne regrette pas de l'avoir fait. Ouais. Et si c'était à faire, je referais cette émission. Mais dans le choix des sujets, dans le choix des angles et dans le timing surtout, parce que C'est dans l'air, c'est une émission très singulière, vous la connaissez bien l'un et l'autre. C'est pas une émission du jour même, c'est souvent une émission du J+1, du J+2. Quand l'opinion, quand le sujet est monté, quand ça commence à bouillonner dans les médias et que parfois il y a un trop-plein et que les gens se disent « je vais aller voir C'est dans l'air, on va baisser le niveau de pression et on va essayer de comprendre ». Et donc, en fait, la plus grande difficulté de cette émission, c'est vraiment de tomber le bon moment, le bon jour, pour arriver avec une émission de décryptage d'1h10. C'est ça la difficulté. Enfin, il y a d'autres difficultés, mais celle-ci en est une dont on parle assez peu souvent. Et le timing de C'est dans l'air, c'est vraiment une science, quoi. Eh bien, une information qui tombe à pic aussi, Caroline, c'est la chanson de l'Eurovision. Peut-être que vous l'avez suivie. Elle a été dévoilée hier, apparemment. C'était dans le journal de France 2, c'est ça? Oui, à la fin du journal de Laurent Delahousse. Et c'est dans un somptueux décor, au premier étage de la Tour Eiffel, que Tom Leb, le représentant de la France au prochain concours de l'Eurovision, a dévoilé le morceau qui s'appelle « You Are the Best in Me ». Alors, je vous propose d'écouter un extrait tout de suite. You are the best in me, but you're making it all complete. You are, you are, you are, in every breath I breathe, forever eternally. You are, you are, you are, you are the best in me. Voilà, vous avez entendu, le refrain est en anglais, les couplets sont en français. Ça s'excite un peu à un moment donné quand même, ou c'est toujours un peu long? Ah oui, d'accord. Ça part dans le deuxième refrain. Très bien. Alors, ce titre a été composé par le trio de Suédois qui a déjà remporté l'Eurovision avec la chanson Euphoria. Alors, Tom Leb, vous le connaissez certains, puisqu'il c'est un artiste accompli qui a déjà donné la réplique à la télévision dans Section de recherche sur TF1 et dans Edmond au cinéma, le film adapté de la pièce du théâtre du même nom. Bon, Caroline, l'année dernière, Bilal Hassani, 21e. Est-ce que cette année, on a des chances au vu de ce que vous avez écouté? Il y a une malédiction sur l'Eurovision avec la France, donc je lui souhaite d'aller au bout. C'est vrai qu'à chaque fois maintenant, on se dit est-ce que c'est le rendez-vous de la France à l'Eurovision? J'espère, j'attends. Je ne connais pas encore la chanson jusqu'au bout, mais je suis comme vous, j'attends le moment où ça envoie un peu. Quoi. On attend que il y ait une effervescence autour de cette chanson. Bon, allez, Sarah, on termine rapidement avec Nagui qui nous en dit un peu plus sur le retour d'Interville, cette émission mythique. On vous en parle depuis quelques semaines déjà. L'animateur et producteur prépare le retour de l'émission mythique avec Valérie Bègue, Olivier Mine et Bruno Guillon à la présentation. Et bien, ce week-end, dans le Figaro, il a donné quelques détails, notamment sur le nombre d'émissions. Il y en aura 4, pendant lesquelles 6 villes s'affronteront. Et par souci d'économie, les numéros seront enregistrés, mais dans les conditions du direct. Et Nagui s'est enfin exprimé sur la polémique autour des vachettes, puisque vous savez, il a fait le choix de ne pas les faire apparaître dans l'émission.
Alors il comprend la polémique, mais dit-il, ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus Interville à la télévision et que les vachettes ne font plus le boulot. Je veux bien qu'on m'accuse de tous les maux, mais l'émission s'appelle Interville et pas Intervachette. L'important, c'est qu'il y ait des villes. Voilà qui est dit. En même temps, Interville sans les vachettes, est-ce que ce n'est pas un peu la roue de la fortune sans la roue, quoi? On regardait tous Interville parce qu'on voulait voir ce combat de vachettes à la fin avec les habitants des villes. Je n'avais pas saisi, j'ai raté la polémique sur les vachettes, je suis désolée. Bah oui. Pardon. Ce retour d'Interville, c'est une bonne idée en soi. Évidemment, c'est une très bonne idée, Interville. Très bonne idée, et qu'on filme les territoires. Voilà, c'est une émission généreuse qui rassemble. Et c'est vrai que c'est ce qui marche aussi à la télé pour qu'en prime time, justement, on arrive à faire du monde et à rassembler les Français. Je trouve que c'est une très bonne idée de réactiver cette émission. Puis il le fera à la Nagui, c'est-à-dire qu'il ne fera pas Interville. Voilà, exactement. Et vous pensez que les émissions doivent évoluer avec la société? Là, par exemple, Nagui se sépare des vachettes parce qu'il a peur de se prendre quelques associations de défense animale sur le dos. Est-ce que c'est important, oui, que vous vous la rendez compte, télévision... si les émissions n'évoluaient pas avec la société, ça veut dire qu'on est totalement hors sol. Évidemment qu'il faut tenir compte de ces préoccupations sur le bien-être animal, comme il faut tenir compte de la place des femmes. Il y a eu des émissions par le passé où les femmes étaient des plantes vertes, par exemple, c'est plus possible. Oui, exactement, c'est vrai, vous avez raison. Voilà. Ça fait aussi partie des évolutions de la société. En tout cas, on va parler d'une femme de vous, Caroline. Vous prenez les rênes d'un prime time demain, une présence féminine sur France 5, ça fait plaisir. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Oui, nous sortons du champ maintenant. Caroline Roussel face aux internautes. Demain à 20h50, donc vous prenez les rênes d'une soirée baptisée Chine OPA sur le monde sur France 5. Elle se compose d'un documentaire suivi d'un débat, d'un numéro spécial de C'est dans l'air que vous arbitrerez. Et l'idée, c'est de parler de ce pays qui a vocation à devenir première puissance mondiale. Déjà, pourquoi vous avez décidé de vous focaliser sur ce sujet? Parce qu'en fait, on parlait souvent de la Chine sur C'est dans l'air. C'est des émissions qui marchaient très bien. Il y a une vraie curiosité sur le modèle chinois. C'est un pays qui reste un pays communiste et en même temps qui est un grand pays capitaliste avec un régime qui est c'est une dictature et en même temps, on le voit dans le film, avec une classe moyenne qui est aujourd'hui très connectée sur des plateformes qui sont vraiment fermées sur la Chine elle-même. Donc en fait, il y avait plein d'interrogations sur le modèle chinois et puis surtout, c'est un modèle, c'est un régime qui est amené à être sans doute, sauf accident de parcours et ça peut arriver, première puissance économique mondiale et ça n'est pas une démocratie. Donc on avait vraiment plein de questions à se poser. On a fait un reportage de 90 minutes, c'est Walid Berissoul qui l'a réalisé. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on voit la méthode chinoise, c'est-à-dire comment cette puissance économique, avec un atout extraordinaire, c'est qu'ils ont le temps. Ils ont le temps, parce qu'ils ont un régime très stable, forcément. Et du coup, comment est-ce qu'ils vont étendre une forme d'emprise économique dans l'ensemble des pays du monde, l'ensemble des territoires, en particulier, on le montre dans le film, en Éthiopie, en Europe, y compris en Grèce, en Italie, avec une méthode qui est toujours la même, c'est-à-dire qu'on arrive avec énormément d'argent et qu'on propose de racheter, d'investir dans des infrastructures. Et comme on a des pays qui sont parfois fragilisés, certains disent oui pour le pire et pour le meilleur. C'est ce qu'on montre dans le film. J'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire. La Chine, ce n'est pas une démocratie. Est-ce que ça veut dire que le fait que la Chine soit en passe de s'imposer devant les États-Unis, quelque part, c'est la faillite de la démocratie, c'est la faillite du système de l'Occident qui a décrié pendant des années le communisme. Aujourd'hui, c'est le communisme qui gagne. La preuve avec la Chine. C'est surtout, alors je ne pense pas que ce soit la faillite des démocraties. La preuve, ce qu'on est en train de voir, et c'est pour ça qu'on a souhaité faire aussi l'émission spéciale en deuxième partie, c'est ce qu'on est en train de voir avec le coronavirus, c'est que le régime chinois, il est aujourd'hui bousculé sur son modèle de fermeture, son modèle de contrôle absolu. Pourquoi? Parce que ça se fait aujourd'hui sous le regard du monde. Et la gestion de l'épidémie, de la pandémie, se fait sous le regard du monde. Et aujourd'hui, il y a des vidéos des jeunes Chinoises qui sont à Wuhan et qui envoient sur les réseaux sociaux et qui arrivent jusqu'à nous et qui montrent qu'il y a un contrôle absolu et qu'elles n'ont plus le droit de sortir de chez elles, etc. On a vu ce qui s'est passé à Hong Kong, également avec cette poussée de colère et qui n'a pas été réprimée comme à Tiananmen. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses ont changé. Donc en fait, quel est le régime qui va s'imposer à l'autre? J'en sais rien. Et on le pose d'ailleurs, je pose la question à Anthony Blinken qui nous raconte qu'à l'époque, les États-Unis avaient fait un pari. Ils avaient dit, en s'ouvrant au monde économique, ce modèle chinois, cette dictature chinoise va s'ouvrir et va ouvrir son modèle vers les démocraties. Et il dit,
Pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Donc, quel est le modèle qui va l'emporter sur l'autre? En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'à l'occasion de la crise du coronavirus, il y a la volonté du régime chinois et de Xi Jinping en particulier d'ouvrir, de faire un peu de transparence, notamment sur l'origine du virus, etc. Alors, dans ce documentaire, vous parlez d'un grand bouleversement à venir, hein, je vous cite, mais ça fait des années quand même que l'on parle de la Chine qui est en passe de s'imposer devant les États-Unis. J'ai envie de vous dire, quoi de neuf sous le soleil? Pourquoi on en parle aujourd'hui, sachant que ça fait des années qu'on nous dit, bon, bah, la Chine, de toute façon, elle sera première puissance mondiale d'ici quelques années? Parce que plus on s'approche du moment où ça va arriver, plus c'est important de se poser les là, questions. C'est imminent, selon vous? Non, c'est pas imminent, puisque c'est 2049 ou je sais pas quel. Voilà, c'est 2048 les échéances qu'ils se fixent. Bah, on a été bousculé en Europe avec la crise qui est née de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. C'est aussi ça qui a fait qu'il y avait une acuité supplémentaire pour embrasser ce sujet-là dans l'air. Effectivement, on pourrait considérer que la démocratie c'est un vieux sujet, mais on fait toujours des émissions politiques sur C'est dans l'air. Donc voilà, la Chine, ça reste un sujet majeur, avec encore une fois la gourmandise que moi j'ai personnellement, parce qu'on les comprend pas. C'est Jean-Pierre Raffarin dans le film qui dit on les comprend pas, on les connaît pas. Ils n'ont pas la même manière de s'emparer des sujets que nous. Le collectif n'existe pas. C'est une culture. L'individu n'existe pas en Chine, pardon. C'est le collectif qui l'emporte systématiquement. Donc moi j'ai une vraie curiosité à essayer de comprendre leur mode de fonctionnement, et il y a un aspect qui est passionnant dans le doc de Walid, c'est vraiment cette manière de faire du business, quoi. C'est des marchands, les routes de la soie, ce qu'on raconte, c'est routes et ceintures, avec l'installation de zones portuaires, de lignes ferroviaires, partout dans le monde, tranquillement, à leur rythme, lentement, mais sûrement. Ça, franchement, ça vaut le coup de se pencher sur cet expansionnisme-là et ce modèle-là. Allez, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine. Sarah, les premiers commentaires, oui, il y a déjà pas mal de réactions. Il y a beaucoup de commentaires. Des bonnes, des mauvaises. Oui, alors, je vais lire un joli commentaire d'Alexandre, une journaliste brillante, exemplaire et qui a le bon ton pour aborder l'actualité politique. Merci Alexandre. Voilà. Et je vais poser une question d'Anne qui se demande si la Chine représente un danger pour le reste du monde. Un danger, moi j'avais pas envie d'aborder ce sujet-là comme ça. Oh mon Dieu, c'est la Chine qui fait peur. Je voulais qu'on l'aborde en essayant de comprendre. C'est pas un danger si nous, on sait poser des lignes rouges. Et c'est ça je vais pas raconter la fin du film, même s'il y a pas non plus, c'est pas non plus en noir. Hein, mais là, on arrive à cette conclusion que la Chine, en réalité, elle est la Chine et elle restera la Chine, c'est-à-dire avec ce régime, etc. Mais nous, ça nous interroge sur ce qu'on doit accepter ou pas. L'exemple typiquement de la Grèce, où à un moment donné, ce sont des fonds chinois qui sont venus investir dans le port du Pirée. Et il n'y avait pas de pays européens pour aider la Grèce à ce moment-là. On sortait de la crise de la zone euro, etc. Et là, ça nous interroge sur quel est le rôle des pays européens. Autre sujet, la 5G, la reconnaissance faciale. Eux, ils y vont parce qu'ils ont les moyens technologiques et ils ont le régime qui leur permet de le faire. Nous, jusqu'où on va? Quelles sont les conditions qu'on pose au business qu'on fait avec les Chinois? Les conditions qu'on pose, notamment en matière de droits de l'homme, de respect de la vie privée, de respect des libertés. Donc en fait, les Chinois font comme ils ont toujours fait. Mais je trouve que ce qui était intéressant dans le film, c'est à un moment donné de retourner le miroir en disant non, c'est pas eux qui font peur, ils ont un régime qui est leur, on n'a pas forcément de leçons à leur donner. En revanche, interrogeons-nous sur ce qu'on veut devenir, nous, collectivement et notamment européens. Admettons, demain, la Chine devient première puissance économique mondiale. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, Français? Est-ce que ça veut dire que nous allons tous devoir communiquer via WeChat, qui est le système de messagerie locale? Mais c'est précisément ce que je vous expliquais sur qu'est-ce que ça change à un moment donné de négocier avec la première puissance économique mondiale. Est-ce que l'Europe arrive en face à mettre en place un modèle de développement durable, un modèle économique viable à 27, où on ne se laisse pas tenter, parce que ce qu'on montre aussi dans le doc qui est intéressant, c'est qu'on dit oui, on discute à 27 face à la Chine. Bah non. Bah non, il y a un groupe qui s'appelle le 17+1, c'est 17 pays européens de l'Est, plus la Chine. Et la Chine, tranquillement, essaie de profiter de nos faiblesses et de nos divisions et de dire je vais monter un petit club d'amis de la Chine au sein même de l'Europe, où je vais négocier en tête-à-tête avec les Allemands plutôt qu'à 27. Vous voyez, là, typiquement, ça nous interpelle, nous, sur notre manière de faire. Donc, pour les Français qui nous regardent du jour au lendemain, ils ne vont pas dire mon Dieu, c'est la Chine qui est première puissance mondiale. Ça nous interroge, nous, Européens, sur le modèle économique, le modèle écologique même et le modèle démocratique qu'on veut sauvegarder.
Alors comme toujours, vous êtes allé sur le terrain, Caroline Roux, vous avez rencontré un certain nombre d'intervenants. Qui êtes-vous allé interviewer pour ce documentaire? Alors, je suis allée interviewer Anthony Blinken, donc qui était le numéro 2 de la diplomatie américaine sous Barack Obama. C'était intéressant parce qu'il faisait un peu un mea culpa en disant bah non, on s'est un peu trompé, on n'a pas vraiment vu venir le modèle expansionniste de la Chine. On les a un peu pris pour l'usine du monde en se disant on restera les premiers. Et aujourd'hui, ça interroge les Américains pour le coup vraiment, mais psychologiquement sur le fait de ne plus être les premiers. Je suis allée interroger Margaret Vestager, je vous parlais de l'Europe à l'instant. C'est passionnant parce qu'elle dit précisément ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire que l'Europe doit penser une stratégie face à la Chine. Je suis allée interroger Jean-Pierre Raffarin, donc qui est un très bon connaisseur. Spécialiste de la Chine. Spécialiste de la Chine. Walid Berissoul est allé interroger l'ambassadeur de Chine en France, qui donne très peu d'interviews. Alors on voit bien les conditions dans lesquelles se passe l'interview, là aussi. C'est pas exactement comme ça que ça se passe chez nous. Voilà, quelques intervenants qui sont dans le film, mais on fait surtout un long voyage dans ce film. On va au Sri Lanka, on va en Grèce, on va en France, où il y a des agriculteurs qui voient arriver des investisseurs chinois qui achètent des terres en masse et à 3 fois le prix du marché. Donc voilà. Sarah, d'autres questions? Oui, j'ai une question d'Alexandre qui se demande si vous aviez un modèle lorsque vous avez débuté votre carrière de journaliste. Quand j'étais plus petite, j'avais un modèle, et je l'ai souvent dit, mais c'est vrai, c'était Anne Sinclair. Parce que j'étais fascinée par sa force, pas seulement par sa beauté, ses yeux et son pull, par la force de cette femme qui était face à des invités de premier plan, tête à tête. Pour le coup, c'était juste avant le journal de 20h. Et je la trouvais ultra déterminée, élégante, féminine et en même temps extrêmement forte et solide. Et voilà, donc je me suis construite en regardant 7 sur 7 en me disant qu'est-ce qui doit être long le chemin pour arriver jusque-là. Voilà. Et vous vous en inspirez encore aujourd'hui dans vos 4 vérités sur France 2? Non, après c'était dans ma construction de jeune femme que c'était un modèle, d'ailleurs je trouve, un modèle de femme qui avait une vraie réussite. Aujourd'hui, vous savez, ce qui est dur dans ce métier à un moment donné, c'est de savoir qui on est. Donc de prendre un peu à droite à gauche, mais surtout de se trouver soi-même, ça prend du temps. Parce qu'au début, quand on commence, on veut surtout ressembler aux autres. Enfin, moi, en tout cas, c'était comme ça. Je veux dire que je me disais, oh là là, je suis nulle, je sais pas faire, je voudrais être un peu Guillaume Durand, un peu Jean-Pierre Elkabbach, un peu Arlette Chabot, un peu Anne Sinclair. Et puis, à un moment donné, il faut savoir qui on est soi-même. Et à 47 ans, je crois que j'ai enfin trouvé. Bon, tant mieux, vous vous êtes trouvée, Caroline Roux. Alors après ce documentaire, on y revient, vous allez arbitrer un débat, donc un numéro spécial de C'est dans l'air, puisque vous serez vraiment dans la forme de l'émission que vous incarnez chaque jour sur France 5. Ce sera en direct et vous allez aborder l'actualité brûlante de la Chine. Donc là, j'imagine que le coronavirus va avoir une place de choix. Alors ça, c'est pas rien, parce que c'est la première fois qu'on le fait comme ça. C'est une vraie soirée C'est dans l'air, consacrée à un thème qui est la Chine. Pour résumer la soirée, c'est un peu le colosse au pied d'argile, point d'interrogation. On commence avec 90 minutes OPA sur le monde, l'expansionnisme économique, les forces et les faiblesses naturellement du modèle politique chinois. Et naturellement, il y a un virus qui vient gripper, sans mauvais jeu de mots, la mécanique chinoise. Et là, on se dit, comment ça on a les problématiques autour de l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, et puis on a les marchés humides de Wuhan, où on a des animaux sauvages qui sont vendus. Ils sont capables de déstabiliser une puissance comme la Chine. Et du coup, on a les deux Chines, c'est-à-dire on a la super technologie chinoise, la force de frappe, l'organisation, et aussi les fragilités du système, avec un système sanitaire qui montre aussi ses limites. Donc c'est pour ça que je suis contente de pouvoir faire un C'est dans l'air en direct le soir même pour vraiment traiter tout l'ensemble de la problématique. Alors en France, à date, 12 patients ont été hospitalisés. Est-ce que comme beaucoup, vous, à titre personnel, Caroline Roux, vous avez peur de ce coronavirus? Il y a une espèce de psychose qui s'est installée en France, on ne sait pas trop ce qu'on doit penser de ce virus. Quel est votre regard là-dessus? Non, je ne suis pas terrorisée par ce virus, je l'avoue. J'ai voyagé là récemment,
Voilà, je suis terrorisée en revanche par la réaction des gens. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que quand on voit immédiatement émerger une forme de racisme anti-asiatique, quand on voit immédiatement émerger l'irrationalité, c'est plus ces réactions-là qui m'inquiètent. Mais à qui la faute? Est-ce que c'est l'OMS qui a tendance à aussi mettre une sorte de psychose sur le monde en disant il y a péril en la demeure, il y a une urgence internationale? Ou est-ce que c'est tout simplement les gens qui sont fermés d'esprit? À qui la faute sur les propos racistes? À ceux qui les portent. C'est pas la faute de l'OMS. L'OMS fait son travail. L'OMS alerte. Si elle le faisait pas, on lui reprocherait. En fait, je recevais il y a pas très longtemps une ancienne patronne de l'OMS qui me dit de toute façon, ça n'est jamais le bon message. Parce que soit on est trop rassurant, comme ils l'ont été au début, soit on est trop alarmiste. Donc, il y a une vraie complexité à porter un message serein dans un moment où tout le monde, comme vous le laissez entendre, a une forme d'angoisse. Moi, mon vrai sujet, c'est la transparence en tant que journaliste. Le sujet qui m'interpelle, et ça sera abordé demain soir, c'est est-ce qu'on a les vrais chiffres? Est-ce que les autorités chinoises donnent les vrais chiffres sur le nombre de contaminations? Est-ce qu'ils les connaissent seulement? Je rappelle que c'est la Chine, c'est pas une bourgade française. Dire, ce sont des mégapoles. On a presque 60 millions de personnes qui sont en quarantaine. Il faut imaginer, c'est la France en quarantaine. Donc c'est ça le vrai sujet d'interrogation et d'interpellation, c'est est-ce qu'on a les vrais sujets? On apprend qu'il y a un cas en Inde. Moi je me dis un cas en Inde. Ah bon? Est-ce que c'est possible? Il y a eu un nouveau cas en Afrique. Donc le vrai sujet, moi c'est mon métier sans doute qui veut ça, c'est d'aborder ces problématiques-là avec sérieux, avec calme et avec des informations. Voilà, des informations, pas des rumeurs, pas des vidéos qui viennent de nulle part, avec des informations vérifiées. Et ce qu'on va faire demain. C'est facile d'avoir des informations vérifiées quand on parle de la Chine qui communique des chiffres ou de l'Inde qui vous dit on a un cas, ce qui me semble non, c'est précisément pour ça que c'est vraiment quand vous me parliez d'inquiétude, je l'ai davantage là-dessus que savoir si je vais être contaminée par un virus que je ne connais pas ou dont je ne connais pas exactement l'ampleur. En revanche, ça, j'ai une inquiétude sur non pas que je mette en doute, en tout cas mon travail de journaliste à moi, c'est d'essayer d'aller chercher les informations les plus proches de la réalité possible. Demain, on aura c'est pas encore totalement validé, mais sans doute des duplex avec des gens qui travaillent sur place et on va essayer de tirer la pelote avec des experts qui sont des très bons experts de la Chine, qui sont très calmes, d'ailleurs dont certains on les entend dans le documentaire, voilà, pour se rapprocher le plus possible de la vérité. Sarah, une dernière question et puis après on passe à Télématin. Oui, et bien justement, c'est une question sur Télématin. Marie qui se demande comment décririez-vous l'ambiance qui règne à Télématin? Parce qu'il faut le rappeler, en début d'année, des chroniqueurs, beaucoup de chroniqueurs ont quitté l'émission et des rumeurs ont circulé sur l'ambiance. Je lisais une interview de Laurent Bignolas qui disait le plus dur est passé. Voilà, oui. C'est vrai que ça a été pas franchement une période agréable pour lui en particulier, et puis pour les gens qui ont quitté cette émission dans laquelle ils étaient depuis des années. Oui. Moi, c'est vrai que j'ai un peu honte, mais je suis un peu en marge parce que j'arrive le matin pour l'interview avec l'invité, je repars assez vite, non pas que je me désolidarise de mes camarades, parce que franchement, ça a été une année, une saison compliquée. Maintenant, je crois que Laurent a raison. Le plus dur est passé. L'ambiance était un peu lourde. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Voilà, là je viens de rentrer de vacances, j'ai posé la question ce matin, comment ça va? On m'a dit ça va. J'ai dit bon. On m'a dit comment ça va? Non, on m'a dit ça va, avec le sourire. Donc ça va. Chaque matin à 7h40, donc vous menez l'interview des 4 vérités sur France 2. C'est un entretien politique que vous menez. Ce matin, vous aviez Franck Riester, le ministre de la Culture. Et ces derniers jours, c'est vrai que l'actualité politique est largement marquée par le retrait de la candidature de Benjamin Griveaux à la mairie de Paris. Le candidat a décidé donc de jeter l'éponge, on le rappelle, suite à une vidéo intime le mettant en cause qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Vous, en tant que journaliste, quel regard vous portez sur cette affaire qui est quand même assez inédite en France? C'est pareil, moi mon regard en tant que citoyenne m'intéresse moins, je pense aussi que mon regard en tant que journaliste, ce que je trouve absolument incroyable, c'est à quel point on n'avait pas théorisé l'effet qu'auraient les réseaux sociaux sur nos démocraties. Ouais. C'est-à-dire, on l'a vu, ça n'a rien à voir, les sujets n'ont rien à voir, mais vous allez voir le fil que j'essaie de tirer. On l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais comment ça, ces gens donnent leur avis alors qu'il y a de la brutalité, il y a de la violence? Oui, mais on leur a donné une voix, donc ils l'ont prise. Ouais. On dit, voilà, la vie privée, aujourd'hui, il n'y a plus de transparence. Oui, mais enfin, ça, c'est un chemin qu'on a pris. Je pense qu'on ne peut pas faire machine arrière. Ça va être très compliqué de faire machine arrière. Et sur ce sujet-là,
il y a un autre sujet, donc il y a le sujet généralement des réseaux sociaux qui bousculent nos régimes politiques, nos démocraties, et il faut réfléchir avec des philosophes, avec des hommes politiques, avec des écrivains, avec des historiens, parce que vraiment, il va falloir qu'on se pose la question de savoir jusqu'où ça va impacter nos modèles, et en particulier nos modèles de démocratie, même si je fais une toute petite incise, on voit bien que même les dictatures sont impactées par les réseaux sociaux, parce qu'en Chine, on parlait de la Chine, et ben, le régime, il vacille pas, mais en tout cas, il doit faire aujourd'hui avec une partie de la jeunesse qui s'exprime. L'autre sujet, c'est le sujet de la vie privée. Voilà, le sujet de la vie privée. Là, c'est une vidéo partagée, mais dans un cercle intime, qui se retrouve publiée, non pas sur les réseaux sociaux, sur un site internet, partagée ensuite par Laurent Alexandre et par un député, Sonneforget, un député de La République. Voilà. Donc le sujet, et Franck Riester en parlait ce matin, c'est est-ce qu'il va falloir sanctionner davantage, parce que l'audience est plus folle aujourd'hui. Quand on a 70 000, 80 000 followers, évidemment, ce n'est pas la même chose que discuter au Café du Commerce. Est-ce qu'il va falloir sanctionner davantage les intrusions dans la vie privée lorsqu'elles sont relayées sur des sites internet ou sur les réseaux sociaux? La question va être posée. Il faut juste qu'on se rappelle collectivement, parce que j'ai l'âge que j'ai, mais il y a une génération qui arrive, qui est née sur les réseaux sociaux. Ces vidéos revenge porn, ces vidéos à caractère sexuel qui sont balancées là pour le coup sur les réseaux sociaux au quotidien, c'est très fréquent. S'il y a très peu de condamnations, c'est très fréquent. Donc, c'est là, pour le coup, ça va faire l'objet sans doute d'un c'est dans l'air, parce que moi, j'ai 1000 questions à poser. Je n'ai pas toutes les réponses, vous avez compris, mais j'ai 1000 questions à poser. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les réseaux sociaux peuvent clairement détruire un homme. Désormais, chaque candidat qui se met en concurrence dans l'arène politique, en fait, peut voir sa vie privée qui éclate au grand jour, se faire humilier publiquement. Est-ce que, d'une certaine manière, et paradoxalement, j'ai envie de vous dire, Twitter, Snapchat, Facebook nuisent à la démocratie? Parce que demain, une personne qui veut se présenter à la mairie de Paris, eh bien, sera bien courageuse, parce que peut-être que si elle n'est pas complètement blanche et vierge comme une colombe, eh bien, elle pourra voir sa vie privée. Mais c'est ça, c'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent de la transparence et ils veulent que les élus soient impeccables. Alors après, la limite, c'est qu'est-ce qu'être impeccable et jusqu'où, là, visiblement, cet artiste voulait faire une leçon de morale. Est-ce que moi, j'ai envie qu'un artiste d'origine russe vienne faire une leçon de morale? Non. Nuisent à la démocratie, j'en sais rien, c'est difficile de dire ça, vous vous rendez compte, parce que vous dites à tous les gens qui parlent au quotidien sur les réseaux sociaux et qui donnent leur avis alors qu'avant on ne leur demandait pas, que ça nuit à la démocratie. Non, la limite qu'on doit se trouver collectivement, c'est jusqu'où ne pas aller, c'est-à-dire où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que c'est la vie privée? Quelle est la limite qu'on se fixe collectivement? C'est pareil sur les propos de haine. Quelle est la limite qu'on se fixe collectivement? Vous voyez ce qui s'est passé avec l'affaire Mila aussi. D'un coup, cette gamine s'est retrouvée à l'origine d'un immense débat sur la laïcité, sur le droit au blasphème. Alors que personne ne la connaissait. Jusqu'où, vous voyez, en fait, moi je trouve que ça nous fait davantage, ça nous fait réfléchir à nous-mêmes, ça nous bouscule, c'est désagréable d'être bousculé, mais ça nous interpelle et je trouve ça compliqué de dire que parce qu'on a donné une parole aux gens et qu'ils en font parfois n'importe quoi, parce que parfois ils en font n'importe quoi, on devrait leur retirer et revenir au monde d'avant. Déjà, c'est pas possible et je suis pas sûre que ce serait une bonne chose. Eh bien, nous, on va vous interpeller, Caroline. On va vous bousculer, mais en toute bienveillance, bien sûr. C'est dans l'interview du sucré salé, vous allez voir. Allons-y. Attention, rien de méchant, hein. Sucré-salé, nous vous soumettons 2 propositions et vous n'en choisissiez qu'une. Et vous pouvez justifier avec grand plaisir. Oui. Alors, Bruce Toussaint ou Yves Calvi? 2 personnes que vous avez très très bien connues dans C'est dans l'air. Je leur dois beaucoup aux 2 et après je vous réponds. Je dois beaucoup à Yves parce qu'il m'a beaucoup appris. Je l'ai beaucoup regardé, je vous parlais des modèles, je l'ai beaucoup regardé parce qu'il a cette générosité à l'antenne, cette curiosité dont je me suis beaucoup inspirée. Bruce Toussaint, c'est mon ami. Voilà, donc Bruce Toussaint. Et j'ai beaucoup appris de Bruce Toussaint parce qu'il a une aisance à l'antenne. Moi, j'étais une anxieuse, une angoissée. Il est aussi angoissé, mais à l'antenne, il est solide, il est stable. Il ne peut rien se passer quand il est là. Donc j'ai essayé aussi de pomper 2-3 trucs qu'il avait pour les appliquer à l'antenne. Et qui incarne encore aujourd'hui merveilleusement bien les interviews sur BFM TV, Bruce Toussaint. Anne-Sophie Lapix ou Laurent Delahousse? Non, papa ou maman. Ah, ça c'est la prochaine. Non, mais c'est, vous avez le droit à un joker. Non, mais c'est surtout qu'en fait, vous voyez bien, c'est impossible parce que ce serait très désobligeant et pour l'un et pour l'autre. Je travaille hyper bien avec les 2. Je crois qu'ils réussissent. Mais ça me permet de dire du bien des gens avec lesquels je travaille. Parce que dans ce milieu, on dit parfois beaucoup de mal, on dit rarement du bien. Donc,
du bien de Laurent Delahousse et qui a réussi à installer un rendez-vous. C'était pas gagné son histoire de 20h30 le samedi soir, le dimanche soir, et ça marche très bien. Et Anne-Sophie, c'est une très bonne camarade, et là aussi, elle a réussi. Il paraissait que c'était un défi impossible, remplacer David Pujadas. C'est vrai. Et ben elle a réussi. Elle a réussi. Les 4 vérités où c'est dans l'air, ce sera le dernier, la dernière torture. Non mais franchement, vous êtes amusé en préparant cette interview. Ah, je vous promets que j'ai frétillé d'impatience à l'idée de vous poser ces questions. C'est un équilibre. C'est vraiment deux exercices qui se nourrissent l'un l'autre. Vous le savez, vous êtes un spécialiste des médias, à quel point ils sont très différents. Ce qui est difficile, c'est de ne pas être schizophrène. C'est-à-dire que, voilà, de rester moi dans les deux exercices. Et parfois, c'est vrai qu'entre le matin et le soir, j'aborde les mêmes sujets de manière très différente. Donc voilà, il faut que je me retrouve, mais j'y arrive. Ce sera donc ni sucré ni salé, ce sera aigre doux pour vous ce matin, Caroline Roux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous présentez une soirée spéciale demain à 20h50 donc sur France 5, baptisée Chine, OPA sur le monde. Et on vous retrouve également chaque matin dans l'interview des 4 vérités à 7h50 sur France 2. Et puis évidemment dans C'est dans l'air, je crois que j'aurai terminé à ce moment-là, sur France 5 en fin de journée autour de 18h. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci Sarah d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Et on se retrouve demain avec non pas une animatrice, non pas une journaliste, non pas une présentatrice, mais cette fois-ci c'est une candidate de jeu. C'est assez rare, mais nous allons recevoir Sandrine qui fait les beaux jours de Tout le monde veut prendre sa place. Elle a passé le cap des 100 victoires et elle viendra donc nous parler de cette fabuleuse épopée demain sur ce plateau. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.